Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous retrouver sur les plateaux de Eden Télévision. Nous sommes dimanche, vous le savez très bien. Et comme tous les dimanches, c'est l'entretien du dimanche. Mon invité ce dimanche n'est pas un inconnu du landerneau politique béninois. Il est actuellement directeur adjoint de cabinet du président de l'Assemblée nationale. Mais avant cela, il a été préfet des départements de l'Ouémé et du Plateau, membre fondateur de l'UPR, UP Le Renouveau, et président de la Fondation Conscience Citoyenne. Son nom, c'est Mokaram Badarou. C'est notre invité de ce dimanche. Monsieur Badarou, bonjour. Bonjour, cher. C'est pas la première fois que vous venez sur le plateau de l'entretien du dimanche. Merci d'accepter d'être toujours disponible chaque fois que nous vous sollicitons. C'est toujours avec plaisir. Alors, avec vous, nous allons écumer l'actualité. Monsieur Badarou, l'actualité est très riche cette semaine. Nous allons commencer d'abord par les conclusions des différents audits. Vous le savez très bien, actuellement, il y a eu une première publication sur les conclusions de l'audit sur le siphonnage annoncé au ministère de l'Eau. Vous avez certainement suivi cette actualité. Merci beaucoup, cher ami. C'est toujours avec plaisir que je vous retrouve, que je retrouve à travers vous, l'ensemble de nos populations qui sont sur vos différents plateaux, qui suivent vos différentes chaînes, par les canaux digitaux aussi. Et par rapport à ce que vous venez de dire, effectivement, j'ai suivi très brièvement effectivement cette actualité-là concernant l'audit au sujet de ce qu'on peut appeler le siphonnage dit par M. Akpounan. Et comme c'est un sujet pendant devant la justice, je ne vais pas trop m'étaler dessus. Mais pourquoi vous pensez que c'est un sujet pendant devant la justice et pourtant, ça n'a pas empêché le Haut-Commissariat pour la prévention de la corruption de se prononcer là-dessus. Donc vous pouvez le faire aussi. Le Haut-Commissariat qui est dans son rôle et qui a publié effectivement le rapport, lequel rapport dit qu'il n'y a pas eu d'éléments de preuve de siphonnage des fonds publics. Et je veux m'en tenir d'abord à ça, en attendant à ce que, je crois que c'est la justice qui tranche ces genres de dossiers au final. Et moi, républicain que je suis, je m'en tiens à ce que dira la justice à la fin. Est-ce que ça vous rassure ce que le Haut-Commissariat a publié comme rapport? C'est quand même curieux, c'est allé très vite. Et puis, ça a donné droit également à une conférence de presse pour publier un rapport. C'est la première fois qu'on voit ça dans ce pays, M. Badarou. La première fois, on pourrait bien se demander si c'est la première fois, parce qu'on a déjà eu de ces genres de structures. Oui, mais avec ce dénouement aussi rapide. Bon, maintenant, il s'agit, vous savez, au niveau du gouvernement, de la rupture pour ce qu'on observe depuis 2016, où la lutte contre la corruption, le chef de l'État en a fait un cheval de bataille, parce que vous le savez très bien que c'est à partir de beaucoup d'évasions, à partir de la corruption, que malheureusement parfois nos capacités de financement, nos capacités de production, nos capacités d'action se retrouvent souvent en difficulté. Dès qu'il est arrivé, il en a fait un cheval de bataille. Et au niveau de son gouvernement, au niveau des directions, des structures publiques, bref, au niveau de l'action gouvernementale, il est clairement établi qu'il faut faire attention avec les deniers publics. Oui. Maintenant, une fois qu'un membre du gouvernement, en plein ministère, dit que ce que nous avions entendu qui était suffisamment grave, je pense que, le chef de l'État a pris la mesure qu'il fallait, à savoir suspendre l'intéressé, le limoger du gouvernement, afin qu'il puisse en répondre, qu'il puisse être délié de tout ce qui peut le lier au niveau du gouvernement, afin qu'il soit en mesure d'en répondre devant la justice aux besoins. Oui. Et le Haut-Commissariat chargé de la prévention de la lutte contre la corruption s'en est saisi du dossier, que ça est allé vite. Ouais. On ne peut que s'en féliciter, on ne peut pas se plaindre de ce que c'est allé vite. Mais est-ce qu'on ne peut pas considérer... Oui, maintenant, une fois que c'est allé vite et qu'un rapport est publié, rendu public, cela montre encore une fois le fondement du régime qui est en place depuis 2016, à savoir faire en sorte que pas un franc des Béninois soit mal utilisé. Parce qu'on ne peut pas à chaque fois se plaindre, aller faire le salam alek aux autres, rechercher leur faux, ou bien chaque Béninois se plaint parfois, vous les entendez, de faire de ce que il y a une sorte de pression fiscale parfois, mais ils sont heureux de savoir parfois que ce pourquoi ils ont transpiré permet de construire des routes, des hôpitaux, des écoles. Oui. Quand ils apprennent que ce pourquoi eux ils ont serré la ceinture,
se retrouve dans la poche de quelqu'un d'autre. Il est normal que les Béninois boudent cela. Et donc, par conséquent, que le gouvernement prenne ses responsabilités, que le haut commissariat prenne ses responsabilités, je crois qu'on ne peut que s'en féliciter. Maintenant, comme je vous l'ai dit, au bout du rouleau, c'est ça que j'étais en train de vous dire, au bout du rouleau, ce à quoi nous allons nous en tenir véritablement, ça va être la décision de la justice. Et c'est pour ça qu'il est bon pour nous de ne pas nous étaler beaucoup sur ça, parce que, effectivement, c'est un dossier pendant devant la justice. Mais est-ce que la publication de ce rapport ne peut pas être considérée comme une pression sur la justice, M. Badarou? Parce que si la justice est saisie et qu'une structure administrative qui dépend de la présidence de la République publie un rapport de cette teneur, on peut considérer cela comme une pression sur le juge. Chacun est dans son rôle. Le haut commissariat est dans son rôle, les magistrats sont dans le leur. Et comme vous le savez, ils ont leur propre agenda, ils ont leur propre faculté des choses, ils ont leur propre calendrier. Et donc, les magistrats n'ont pas pour habitude de subir des pressions de qui que ce soit. Ils font leur job, ils ont appris à travailler dans des conditions n'importe lesquelles, afin de pouvoir rendre la justice, de dire le droit. Et donc pour moi, pression sur les magistrats, non, pour ce que je sais de nos magistrats qui ont fait leur preuve à ce jour, je ne doute point qu'ils feront leur job, ils feront leur travail dans les conditions qui sont les leurs, et conformément aux lois, aux règlements et à tout ce qu'ils auront à disposition pour pouvoir faire le travail. Je pense qu'on peut se rassurer de ce que ceci ne peut exercer aucune influence sur nos magistrats. Donc vous êtes rassuré, monsieur? Je suis rassuré, je le suis. Je suis rassuré et je voudrais inviter l'ensemble de notre peuple, parce que nos magistrats ont fait leurs preuves. Dans des conditions parfois les plus difficiles, ils ont rendu la justice, ils ont dit le droit. Et donc le droit sera dit dans le dossier. D'accord. Alors, on vous aura compris, mais en même temps, cette semaine, il y a eu également un autre audit dont les conclusions ont été publiées, même si on attend le rapport final de l'audit sur le fichier électoral. Vous avez suivi également cette actualité, M. Badarou. Qu'est-ce que vous retenez de la conférence de presse des 4 experts recrutés, sélectionnés pour connaître de la correction du fichier électoral? Non, donc ce rapport, fier de ce que nous sommes en train de faire, fier de ce que nous sommes le Bénin, fier de ce que nous sommes une démocratie, fier de ce que nous savons toujours ne pas y aller. Ce rapport qui exprime que le fichier électoral est fiable, que le fichier électoral est sécurisé et moderne et qui peut nous conduire, qui peut rassurer les uns les autres, puisque dans quelques mois, nous allons aborder les élections générales. Et pour une fois, nous allons vraiment faire les élections municipales, communales et législatives ensemble, et 2 mois après, tout de suite, encore les élections. Donc, nous aborderons l'année électorale. Et donc, chaque acteur politique, de la mouvance présidentielle que de l'opposition, et même l'ensemble de notre peuple, veut s'assurer de ce que, sur la base de quoi nous allons aux élections, soit quand même un fichier fiable. Mais les partis politiques soutenant l'action du gouvernement n'étaient pas d'accord au départ sur justement l'audit de ce fichier. Vous n'étiez pas d'accord? C'est ça aussi, une démocratie, c'est que chacun soit en mesure d'affirmer ce qu'il pense, dire un peu tel qu'il voit les choses, prendre des positions selon ce qu'il pense, qui est bon ou mieux pour lui, mais à l'arrivée, et c'est ça qui compte. C'est-à-dire qu'il faut féliciter le chef de l'État, qui lui, il est allé dedans, le gouvernement qui a accompagné l'opération. Et aujourd'hui, c'est que nous avons le rapport de ces experts qui conforte chacun, ou bien qui rassure chacun de ce que le fichier avec lequel nous voulons aller travailler, c'est un fichier fiable. Quelle est l'importance justement de cette conclusion pour les élections à venir, selon vous? Son importance, c'était que, imaginez que les conclusions, ce rapport disait qu'il y avait mal donne, qu'il y avait quelques souffrances sur le sujet, eh bien, ça nous mettra mal à l'aise. C'est ce que vous croyez? Non, pas du tout, en refusant... Aucune crainte. Vous savez, comme je vous l'ai dit, en démocratie, selon les données qui sont les vôtres, vous pouvez prendre une position. Maintenant, la démocratie, c'est que j'accepte aussi la position de l'autre. Et comme vous l'avez constaté, nous, on a joué notre partition, les autres ont joué la leur. Le gouvernement, qui est à l'exécutif, qui est chargé de gouverner le pays, a accompagné le sujet. Et finalement, on a eu le rapport. Le rapport qui vient crédibiliser, encore une fois, conforter un peu la position de certains, mais en tout état de cause, vient rassurer tout le monde de ce que le fichier est fiable. D'accord. Et mais malgré ça, M. Boukaram Badarou,
au niveau de la Commission électorale nationale autonome, le calendrier souffre un tout petit peu jusqu'à présent, puisque on a passé la date pour aller retirer les fiches de parrainage. Ça a été reporté, c'est dédié. Ça ne vous pose pas un problème par rapport à la crédibilité du scrutin à venir? Non, pas du tout. Qu'il y ait juste quelques jours de différents par rapport à l'agenda de manière... Vous le savez très bien, la Sénat, Oui. qu'il vous souvienne que la Commission électorale nationale autonome est une initiative béninoise qui est copiée de pas, et comme je peux le dire, c'est la loi Nyolonfon qui a créé la Oui, Sénat. c'est. Et donc, après un certain nombre d'années où la Sénat, ou l'organisation des élections au Bénin nous a permis d'avoir un certain nombre d'alternances, même parfois quand il y a peur, à l'arrivée on se rend compte qu'au niveau de la Sénat, les gens font ce qu'ils ont à faire, et je ne doute point par rapport au président Sakalafia qui en est le président, et tous ceux qui y travaillent, je peux rassurer de ce que la Sénat fera tout ce qu'il faut faire pour que les élections se déroulent bien, comme cela a été le cas depuis que nous avons démarré le renouveau démocratique. Mais ça crée quand même des supputations. Certains ne comprennent pas pourquoi c'est justement au niveau du retrait des fiches de parrainage qu'il y a un report, c'est dédié, alors que jusque-là, toute la programmation prévue est suivie normalement. Bon, des supputations, ça ne manque jamais sur le terrain politique. Des doutes, des suspicions aussi. Sur le terrain des actions politiques, sur le terrain des actions tout court, des supputations, vous ne pouvez pas, des doutes, vous le mettez. L'essentiel, c'est ceux qui font le travail, la structure, l'institution qui est en train de faire le travail. Vous savez, de manière administrative, parfois, vous pouvez vouloir faire quelque chose. J'ai une photocopie qui est manquée, peut permettre à ceux que peut-être que ce que vous voulez faire à midi, que cela devienne à 12h30. Mais cela ne veut pas dire, cela ne remet pas en cause tout de suite tout ce qui se fait à l'intérieur. Là aussi, du fait de l'expérience, la Sénat organise les élections au Bénin depuis 1996. Il faut le dire au passage, depuis 1996. Nous avons eu beaucoup d'alternance. On a eu même des régimes au pouvoir, mais qui ont perdu les élections. Cela dénote de la crédibilité de la démocratie. C'est arrivé une seule fois. Cela dénote de la crédibilité de notre démocratie et de ce qui se fait au niveau de la Sénat. Je pense qu'il faut leur faire confiance et toute la confiance requise. Il faut les accompagner aux besoins, parce que ce n'est pas facile. Nous allons aborder des élections générales, avions-nous dit, les élections municipales, communales et législatives ensemble, et juste après, les élections présidentielles. Chaque citoyen béninois doit pouvoir jouer sa partition pour accompagner la Sénat dans cette opération, afin que nous ayons des élus tels que nous les aurions voulu, tels que chaque Béninois l'aura choisi au niveau des élus. Donc en fait, vous êtes pleinement rassuré, M. Bokaram Badaro. Pour vous, tout est bien, dans le meilleur des mondes. On peut aller sereinement vers les élections à venir. Absolument. Dans toutes les formations politiques, même au niveau de la société, on ne peut pas se faire harakiri, on ne peut pas se tirer entre les pattes pour rien, on ne peut pas se fragiliser inutilement quand nous sommes... Vous avez vu combien de pays viennent dans notre pays ici pour venir s'enquérir de comment nous les organisons, comment nous faisons. Et donc il ne nous revient pas à nous maintenant de jouer. Non, non, pas du tout. Ce n'est pas d'assurance est nihilo, assurance sur rien du tout, non. Assurance sur de ce que je sais, ce qui se passe au niveau de la Sénat, de l'expérience. Vous savez, dans toutes choses que l'on fait dans la vie, l'expérience compte. Et la Sénat au Bénin a démontré à tous les niveaux, et même parfois quand c'était difficile, la Sénat a montré que l'intérêt supérieur de la nation compte. Et le gouvernement a accompagné tout ce qu'il y a à faire aussi là-bas. Et je crois qu'au niveau de la Sénat, je crois que nous pouvons nous rassurer de ce que nous aurons des élections qui vont bien s'organiser. D'accord. Mais puisque nous parlons déjà des élections, parlons-en, Monsieur Badaro Bokaram. Vous êtes membre du bureau politique de l'UPR, l'Union progressiste, le Renouveau. C'est vrai que vous avez fait le PRD. Vous ne vous êtes jamais prononcé sur la dernière crise qui a eu lieu, qui a eu au sein de la formation politique UPR avec la levée de bouclier de vos anciens partisans PRD. Est-ce que la sérénité est revenue dans votre camp pour aborder maintenant ces élections calmement? Comme vous l'observez, la sérénité, là, vous savez, là où il y a des hommes, vous pouvez toujours avoir quelques... Mais au même moment, si vous observez, parce que, comme disent les juristes, là, c'est soit sur le principal. Le principal ici, c'est que l'Union progressiste de renouveau travaille à l'union, prépare au niveau de nos cellules, sous session, au niveau du bureau politique, au niveau de la haute direction, il y a la sérénité qui est de mise au niveau même des dignitaires, au niveau des sages, comme nous les appelons, du parti.
le parti travaille parce que le général Kérékou nous a enseigné que c'est le terrain qui commande. Nous travaillons ensemble sur, sur le terrain, la main dans la main. Et d'ici là, nous donnerons la preuve de ce que nous sommes et que nous restons la première formation politique du pays. Est-ce que ce n'est pas le calme avant la tempête? Il ne vous a pas échappé qu'à l'instant, ça grogne quand même. Nous sommes 53 députés à l'Assemblée, nous avons 53 députés à l'Assemblée nationale, mais la majorité au niveau des maires du pays, la majorité au niveau des CV et CQ du pays. Notre objectif, c'est de renforcer tous ces résultats-là. Renforcer tous ces résultats. Je vous demandais si ce n'est pas le calme avant la tempête. Non, pas du tout. Vous êtes sûr? Il suffit d'aller faire vos investigations à divers niveaux. À divers niveaux, allez faire vos investigations, vous allez vous rendre compte que au niveau du parti, il y a la sérénité, les camarades, on travaille ensemble, et l'objectif est connu, c'est d'avoir de bons résultats, à savoir avoir la majorité des conseillers communaux et municipaux et avoir la majorité encore à l'Assemblée nationale prochaine. Alors, comment vous voulez avoir de bons résultats alors qu'on ne vous voit pas sur le terrain? Il y a une léthargie dans le milieu politique. Nous abordons dans quelques mois les élections générales et puis l'élection présidentielle. Mais on ne voit rien, on ne voit personne se prononcer. Au niveau de l'UPR, comment ça se passe pour ces différentes élections? Je suis curieux de savoir, les Béninois sont curieux de savoir. Cette question, comme vous l'avez constaté, je souris. Oui. Et je suis sûr qu'il y a beaucoup de ceux qui nous suivent qui doivent sourire parce que bien au contraire, c'est le contraire que j'entends souvent. Ah bon, qu'est-ce que vous faites sur le terrain? On est sur le terrain, il n'y a pas un jour où on va sur les réseaux où on ne constate pas les activités de l'Union progressiste. Vous savez très bien qu'il ne s'agit pas de ça. Nous sommes à divers niveaux, nous travaillons sur le terrain. Pas de quoi je parle, vous le savez. Nous sommes sur le terrain. Vous savez très bien que ce n'est pas de quoi je parle, en fait. Je parle des candidatures, si vous préférez. Chaque parti politique... Ouais. Et donc, je suis déjà très heureux que vous partagez avec moi l'information de ce que nous sommes sur le terrain. Nous sommes au niveau des villages, des quartiers, des hameaux, des communes, des arrondissements, des départements. Nous sommes sur le terrain. D'accord? Je suis heureux qu'on soit d'accord sur ça. Bon, maintenant, sur la question des candidatures, chaque formation politique a sa stratégie. Quelle est votre stratégie? La nôtre, c'est ce que vous observez, c'est que en notre sein, le moment venu, on n'observe pas. Nous, on n'observe pas. Parce que je vous le concède, hein, quand vous dites que vous êtes sur le terrain chaque jour, chaque week-end et tout ça, mais nous ne constatons pas encore, justement, au sein de votre parti, par exemple, une organisation au niveau des candidatures. Est-ce que vous avez déjà ouvert les candidatures? Est-ce qu'il y a des militants qui déposent leur dossier pour candidater? On a besoin de savoir, M. Badarou. Dites-moi exactement ce que vous voulez savoir, c'est-à-dire que vous voulez, est-ce qu'il y a un comité qui travaille, est-ce qu'il y a des candidats? Parce qu'en face, par exemple, au niveau des démocrates, ils nous ont dit clairement qu'il y a déjà un appel à candidature, il y a des gens qui déposent déjà leurs intentions de candidature, il y a un comité qui travaille pour sélectionner les candidatures, notamment sur les élections municipales, communales et tout ça. Est-ce que c'est le même cas chez vous? Vous savez très bien ce que le chien voit et qu'il aboie souvent quand le lion voit, il sourit. Il sourit. Au niveau des formations politiques, on n'a pas les mêmes stratégies. Et les stratégies que nous menons, que nous avons menées jusque-là, qui nous a permis d'avoir 53 députés à l'Assemblée nationale et donc complètement plus loin des autres, la même stratégie, nous continuons parce qu'on ne change pas de stratégie qui permet de gagner. Vous comprenez? Donc, du coup, nous avons notre stratégie à l'interne qui nous permet de travailler sérieusement. En tenant compte du terrain, en tenant compte de ce que veulent les Béninois. Ne vous a pas échappé, nous sommes un parti qui soutient l'action du gouvernement, qui soutient l'action du chef de l'État. Nous sommes heureux que beaucoup de résultats de ce que nous avons à partir de la gouvernance du pays militent en notre faveur. Nous dégageons une certaine fierté d'appartenir à une structure, à l'action gouvernementale, compte tenu des résultats que nous avons. Maintenant, nous abordons effectivement bientôt les élections et nous avons à l'interne une stratégie qui nous permet, le moment venu, de faire savoir le candidat qui est le nôtre. Et toute stratégie dévoilée n'en est plus une. Non, vous ne répondez pas à ma question parce que nous ne sommes pas encore au niveau de la présidentielle. Monsieur Moukaram Badarou, soyons clairs. On peut vous concéder ce que vous dites concernant l'élection présidentielle, mais les élections municipales, communales, législatives, est-ce que vous avez, parce qu'il faut déposer les dossiers très prochainement, le délai est là, est-ce qu'il y a déjà des candidats qui se prononcent? Est-ce que vous êtes candidat, vous? C'est de ça que je... Vous parlez de stratégie à découvrir après. C'est de ça que je vous parle, à l'intérieur du parti. Puisque nous aborderons l'ensemble
de ces élections-là, municipales, communales, législatives et présidentielles, je dis, à ces différents niveaux, vous ne perdez pas de vue que chaque potentiel candidat au niveau de chaque circonscription électorale, les députés sortant comme ceux qui veulent arriver, c'est pareil pour au niveau des maires, vous ne perdez pas de vue que le silence que vous observez de dehors là, ce n'est pas du silence, c'est même un silence éloquent, parce qu'à l'intérieur, parce que vous le savez très bien, non, ce que vous dites, parce que ce que vous dites, puisqu'on aura des candidats. Oui, d'accord. Vous le savez très bien. Comme on aura des candidats, les gens s'activent déjà, les gens travaillent déjà sur ça. Oui ou non? Les gens déposent des candidatures. Ce sur quoi il faut s'en tenir, c'est qu'au niveau du parti, les potentiels candidats s'organisent. Le parti a mis en place sa propre stratégie qui ne sera pas dévoilée et que le moment venu, vous verrez, c'est que les différents dossiers seront déposés à temps réel, mais de très bons dossiers en plus. D'accord. Vous avez déjà défini un délai pour déposer les dossiers au sein de votre parti? C'est de ça que je vous parle, c'est-à-dire qu'à l'orée de ce que, dès que ça va être déclenché, vous aurez de bonnes nouvelles de l'Union progressiste, le renouveau. D'accord. Maintenant, si vous le permettez, et j'espère que vous ne ferez pas la langue de bois sur cet aspect de la question non plus, et pour la présidentielle, est-ce que vous suivez l'actualité? Est-ce que vous avez déjà des préférences? Est-ce qu'au sein de votre parti, il y a des manifestations d'intérêt pour succéder à M. Patrice Talon? Des manifestations d'intérêt, ça ne peut pas manquer. Maintenant, nous sommes un parti discipliné. Je vous ai dit que nous sommes de la mouvance présidentielle. Nous avons un patron moral. Le patron moral, c'est le chef de l'État. Et donc, on ne pourra pas y aller, on ne pourra pas prendre des décisions sans tenir compte de ce qu'il aura voulu. Donc c'est lui qui va décider de votre candidat, c'est ça en fait? Bien sûr, de ce que... Ça ne peut pas se faire sans le chef de l'État. Ok, d'accord. Mais il va s'imposer à vous quand même, c'est ça? C'est le patron moral de ce que nous faisons. Et vous le savez très bien. Qu'est-ce que vous appelez patron moral? Ce que, dans toute mouvance présidentielle, le chef de l'État est le patron moral. Dans toute mouvance présidentielle, ici et ailleurs. Donc ce n'est pas une spécialité Patrice Talon. Donc le patron moral c'est le patron moral, peut vous imposer un candidat. Comme vous le savez, s'il travaillait de façon seulement à imposer les choses, il n'aurait pas les résultats qu'il y a. Il y a plus d'intelligence dans plusieurs têtes que dans une seule. Et ça, celui qui le sait le mieux dans ce pays s'appelle Patrice Talon. Et la manière de fonctionner, que ce soit au niveau du gouvernement, au niveau de ses actions politiques, ça se fait toujours de concert avec tous ceux qui peuvent apporter quelque chose pour pouvoir avoir de meilleurs résultats. Et donc, à ce niveau aussi, je ne doute point que ça se fait comme ça, ça se fera comme ça. Votre patron moral, comme vous l'appelez, a dit clairement que son candidat pourrait ne pas être de son bord politique, il pourrait ne pas être UPR, il pourrait ne pas être BR, il pourrait même être LD et tout ça. Alors, dans cette éventualité-là, est-ce que vous serez prêt à suivre? Non, il y a une chose qu'au niveau même du parti, le règlement intérieur, les tests de notre parti disposent très clairement qu'on peut aller chercher ailleurs. On peut bien aller chercher ailleurs. L'essentiel, c'est que le parti accepte l'intéressé. Donc c'est votre patron moral le dit? Que le monsieur, si vous voulez, remplit les critères qui sont les nôtres. Les critères qui sont les nôtres ne sont pas grand-chose. C'est essentiellement qui nous permet de continuer ce qui se fait, qui nous permet d'avoir des résultats, qui permet au Bénin de continuer par rayonner, de continuer par se révéler, non seulement à nous-mêmes, mais à l'extérieur, qui nous permet d'avoir des résultats, qui nous permet de continuer à être dans la paix, qui nous permet de continuer par avoir la sécurité, qui nous permet de maintenir nos enfants à l'école, qui nous permet de faire en sorte qu'on se soigne mieux dans le pays. Bref, qui nous permet à ce que les Béninois mangent à leur faim, qui nous permet de continuer par être le Bénin. Donc les résultats que nous avons eus les 9 ans durant et bientôt les 10 ans, c'est qui soit en mesure de continuer par nous aider à avoir ce résultat. Et sur ce niveau, ce n'est pas une question de sentiment, et ça ne peut pas l'être. Tout homme politique rationnel, tout homme politique rationnel n'opère pas les choix à partir des sentiments. D'accord, mais si vous écoutez bien et religieusement, tous les critères que vous évoquez là tombent à partir du moment où c'est votre patron moral qui décide. Donc en fait, le moment venu, vous n'aurez même pas non, au chapitre. C'est de ça que je vous parle. Je vous dis, même quand nous disons le patron moral, je viens de vous dire qu'il suffit de l'observer. Celui qui impose souvent n'a pas les résultats que nous avons là. Il ne peut pas. Celui qui a souvent les résultats comme ça, c'est qu'il est souvent de nature
à avoir des concertations avec ceux qui sont concernés par le sujet en débat. Si, que ce soit au niveau de votre entreprise, même au niveau d'un couple tout simplement, si vous voulez seulement imposer votre volonté, vous allez souvent vous tromper. Et les résultats que nous avons depuis 9 ans, la manière dont nous fonctionnons avec le chef de l'État, le rythme donné par le chef de l'État n'est pas un rythme d'imposition, c'est un rythme de concertation, c'est un rythme de travailler ensemble. Bien sûr, ce que vous dites là. Mais c'est ça qui permet de ce que vous avez, les résultats que vous avez là, monsieur. Vous parlez de quels résultats concrètement? Monsieur, donc, mais si aujourd'hui, résultats, oui, si nous oscillons les 6,1% de taux de croissance et qui peut se maintenir jusqu'en 2026, si tous les chiffres macroéconomiques sont bons, si nos enfants sont à l'école depuis 8 ans, 9 ans, où on ne sauve plus l'année scolaire, si nous avons des infrastructures routières que nous avons, quand nous avons la cantine scolaire qui s'est beaucoup multipliée, quand nous avons la sécurité qui est de mise, quand nous avons le rayonnement que nous avons au plan international, c'est tout dernièrement ce que nous venons de faire à Porte-Noire. Je peux vous dire, pour le peu d'âge que j'ai, de mémoire d'homme, le Festival des masques, Festival des masques, de mémoire d'homme, je n'avais jamais vu autant d'étrangers dans la ville de Porte-Noire. De mémoire d'homme. C'est votre... Pour le peu d'âge que j'ai. Oui, c'est votre baromètre? Non, j'étais en train de... Je prends un pan. Ok. Je vous ai parlé de cantine scolaire, je vous ai parlé de sécurité, d'infrastructures routières, je vous ai parlé de la santé, je vous ai parlé de l'école, qui est le socle même de tout. On vient d'avoir au bac, là, 73%. Oh, ben, beaucoup pensent que c'est pour vous dire politique. Ceci. Vous parlez d'école, mais il y a des gens en face qui vous diraient que l'école n'a jamais autant souffert non plus. Il y a eu, dans certaines régions, notamment dans le Septentrion, beaucoup de souffrance dans les écoles. Est-ce que vous le savez? Vous savez, nous sommes, comme dirait l'autre, nous sommes ce que nous sommes. Nous sommes ce que nous sommes, mais vous n'avez pas perdu de vue que nous avons passé entre temps de pays pauvres à revenus intermédiaires. Nos efforts produisent des résultats. Donc, ça ne veut pas dire que tout va bien, Madame Lamarck. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'écueil, il n'y a plus de difficultés nulle part. Non, c'est pas ce que je dis. Non, mais on ne peut même pas le dire. Parce que quand on vous écoute, on a le sentiment que... Mais au moins, M. Donkama Balo, on peut être d'accord qu'on ne sauve plus l'année depuis 9 ans. Les enfants sont à l'école de manière... Même ceux qui étaient obligés de rechercher des écoles privées, compte tenu de certaines situations au niveau de l'école publique, alors qu'ils n'en avaient pas les moyens, aujourd'hui ils ont revu copie. L'école fonctionne normalement. Les examens se déroulent normalement. Les résultats sont donnés à temps requis. C'est éminemment important. Quand je parle parfois moi, des résultats du président Talon, je ne parle pas... Il y a eu beaucoup de résultats invisibles. Ce n'est pas que des infrastructures routières. Ce n'est pas que seulement les stades, les marchés. Non, non, non. Mais le plus important, parce que comme le dirait Mandela, quand vous voulez tuer un pays, enlevez-le seulement l'éducation, ils vont s'entretuer eux-mêmes. Et vous l'avez dit tout à l'heure, moi je suis président de la Fondation Conscience et la je travaille sur, parce que pour moi l'érosion des valeurs crée beaucoup de problèmes. Et dans ça, il faut mettre l'éducation. Et je suis très heureux de ce que les enfants sont maintenus à l'école, constamment. Et les résultats suivent. Chacun peut dire ce qu'il veut, on ne peut pas le leur empêcher, mais les résultats sont là. Donc quand je parle des résultats, je parle de ce qui nous permet aujourd'hui, que ce soit au niveau de l'ananas, que ce soit au niveau du coton, que ce soit au niveau du riz, nous avons des résultats. Je salue au passage le ministre Dossoui, qui fait un travail formidable. Donc, je veux parler de Tonato. Donc pour vous, ça doit se poursuivre. Je pense qu'il n'y a pas un seul Béninois, y compris chez les démocrates. Et c'est ça même la fierté que nous avons d'appartenir à la mouvance présidentielle. Même chez les démocrates, ils ont le grand souhait que les acquis que nous avons, les résultats que nous avons aujourd'hui puissent continuer. Plus personne n'a envie. Avec qui vous a dit ça par mieux? Personne. Quel est le démocrate? Plus personne n'a envie. Quel est le militant démocrate qui vous a fait cette confidence, monsieur Badarou? Il n'y a pas un seul citoyen béninois. Il n'y a pas un seul citoyen béninois aujourd'hui qui veut qu'on recule. Personne ne veut qu'on recule? Ce que chacun veut aujourd'hui, c'est la possibilité de continuer et de corriger par endroits des imperfections qu'il y a. Parce que des imperfections, ça ne peut pas manquer. Même le chef de l'État le dit. C'est-à-dire seul celui qui ne mène pas des actions ne fait pas quelques fautes. Tout ne peut pas être rose, 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 non. Donc, le grand souhait que chacun a aujourd'hui, chaque citoyen béninois, il n'y a pas un seul béninois qui ne veut pas qu'on continue avec la sécurité, qui ne veut qu'on continue avec la paix, qui ne veut pas que les enfants soient maintenus à l'école, qui ne veut pas que notre agriculture continue d'être florissante, qui ne veut pas que notre tourisme
continue de faire des merveilles et que le pays continue pas. Il n'y a pas un seul Béninois qui veut qu'on revienne en arrière par rapport à ça. Maintenant, chacun veut aussi que par endroit où on a estimé qu'il y a des choses à refaire, à revoir... Mais pourquoi vous ne faites pas ça? Parce que justement, quand vous parlez de par endroit et que vous parlez des démocrates, ils demandent par exemple, et ils l'ont fait, vous êtes d'ailleurs à l'Assemblée nationale en tant que directeur adjoint de cabinet du président de l'Assemblée nationale, ils l'ont fait encore cette semaine où ils ont réchauffé leur proposition de loi sur l'amnistie. Ça, c'est ce qu'ils demandent aussi, mais vous ne faites pas ça. Pourquoi vous ne faites pas ça depuis? Non, ce que vous dites... ça fait partie des insuffisances. Vous-même, vous avez dit qu'ils ont réchauffé. Enfin, ils ont ressorti. Oh, donc, ils ont ressorti. Ouais. Et il n'y a qu'une seule chose. Il n'y a qu'une seule chose. Nous sommes sur le terrain politique. Nous sommes dans l'action politique. Nous sommes... malheureusement, le mot politique, la politique est galvaudée relativement dans notre pays. Moi-même, j'aime dire les choses telles qu'elles sont. Mais chacun sait. Vous avez vu, par exemple, quand il y a eu amnistie la fois passée, ou bien même après la conférence nationale, c'est toujours à partir d'un certain consensus. Et donc, quand on veut mener une telle démarche, il y a des démarches qu'on fait. Lesquelles? Il y a des choses que je vais voir moi les autres. Monsieur Aladati a déjà dit ça sur ce plateau. Je m'aligne rigoureusement sur tout ce Oui, mais il faut aller au-delà de ça. Si vous voulez vraiment que toutes les difficultés soient aplanies. Le président de la République, par exemple, a accepté qu'on corrige le fichier électoral, qu'on fasse un audit récemment. Pourquoi ne pas accepter qu'il y ait l'amnistie pour les exilés politiques, pour les prisonniers politiques? Qu'est-ce qui dérange, en fait, pour accéder à ça? Je vais vous dire une chose. Oui. Monsieur Donkama Balo, pour les acteurs politiques que nous sommes, à aucun moment ne nous signez jamais. Il ne faut jamais nous signer de chèque en blanc. Ni à celui de la mouvance présidentielle, ni à celui de l'opposition. C'est-à-dire? Demandez à chacun d'entre nous d'être des hommes politiques vrais. Des hommes politiques qui ont à cœur le développement du pays, qui ont à cœur l'avancement du pays, qui ont à cœur la paix, qui ont à cœur tout ce que vous voulez. Soyez plus clair. Qu'est-ce que je veux dire par là? Pour dire que parfois il faut éviter de faire du semblant. Il faut éviter du saupoudrage. Qui fait du semblant? C'est-à-dire que si vous voulez prendre une telle initiative, ils savent très bien ce qu'il faut faire. Et c'est ce qu'il faut faire, c'est ce que l'honorable Orden vous avait dit, comme vous le dites, à savoir aller voir les autres. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui se font et qui permettent après d'avoir des résultats. Vous savez, ces deux personnes, je vais vous dire une chose, ces deux personnes qui font enfant, c'est plusieurs qui viennent faire le baptême. D'accord? Donc, il y a forcément des démarches, il y a tellement de couloirs, il y a fortement des choses à faire et non juste des choses... ce n'est pas des incantations. Pourquoi vous il ne faut pas faire des choses avec juste pour... fait plaire à l'opinion publique, alors qu'on est sûr qu'au bout du rouleau, on n'aura pas de résultats. Parce que pour avoir de résultats, si je veux avoir quelque chose de vous, M. Donkama Balo, je dois savoir comment aller vous voir. Je dois aller négocier avec vous. Je dois aller faire un certain nombre de choses. Mais pour l'intérêt national, pour la quiétude, pour la stabilité, je pense qu'il y a même les jeunes qui ont demandé ça au président. Et le président, au moins, lui, il a dit, je vais voir. Il a dit, je verrai. Mais vous êtes plus radical que le président de la République sur ce point-là. Pourquoi vous voulez envoyer les députés, les démocrates, prendre les couloirs alors que le fait de déposer une proposition est déjà une façon pour eux de venir vers vous, monsieur? Non, ils savent très bien que ça ne se passe pas comme ça. Ils le savent. Monsieur Donkama Balo, ne vous laissez pas vendre du vent. Non, il ne s'agit pas de moi. L'opinion nous suit. Non, y compris, quand je dis vous, en fait, c'est vous qui posez la question. Donc, à travers vous, l'opinion publique, ne vous laissez pas vendre du vent. Et donc, j'étais en train de vous expliquer, pour celui qui ne le sait pas, c'est qu'il sache que pour avoir de résultats, il sait ce qu'il faut faire. Quand quelqu'un sait ce qu'il faut faire et qu'il ne le fait pas, c'est qu'il fait semblant. C'est qu'il est dans l'hypocrisie. C'est qu'il est en train de faire du saupoudrage. C'est qu'il veut se faire plaire. C'est-à-dire que, j'ai fait pour moi. Or, ce dont il s'agit, et dont nous avons tous à cœur, c'est d'avoir des résultats sur le sujet. Je ne vais pas beaucoup m'étaler dessus. Qu'est-ce que vous faites alors? Parce que la sensibilité, vous savez, il y a des choses qu'on fait et ce n'est pas forcément devant micro. Qu'est-ce que vous faites alors? D'accord, non, ça ne se dit pas devant micro. Pourquoi? Parce que c'est au bout du résultat qu'on apprécie un certain nombre de choses. Donc vous faites des choses? Donc c'est pour vous dire ceci. C'est pour vous dire ceci. Est-ce que vous parlez au président dans ce sens? Ils ont décidé de chercher à faire plaire à l'opinion publique. Ils ont décidé
de saupoudrer. Je ne veux pas avoir peur des mots. Ils ont décidé de ne pas faire ce qu'il faut faire. Or, il y a un proverbe de chez nous qui dit, si vous ne faites pas comme on fait, vous n'aurez pas les résultats qu'il faut avoir. Donc, je veux simplement vous dire ceci. La bonne volonté est de mise. Vous venez de souligner ce que le chef de l'État a dit. Ils sont nombreux au niveau de la mouvance présidentielle, ils ne pensent pas moins. Parce que ce dont il s'agit de l'un ou de l'autre côté, nous sommes sous des frères, des enfants de ce même pays. Oui. Nous avons besoin de tous les bras valides pour avancer. Maintenant, quand il y a une situation, il faut bien prendre des dispositions requises pour aider à avoir des résultats. Moi, il m'arrive des fois, quand j'échange avec certains de ceux dont vous parlez là, je leur dis, ce n'est pas sûr que vous preniez pas de bons chemins. Parce qu'on ne peut pas, le pays est un, la nation est une, nous voulons la construire. Et donc, à chaque fois que vous avez des idées, et que vous pensez que l'autre ne l'a pas, peut-être qu'il faut lui avancer quelques Est-ce qu'il n'est pas temps d'aller au-delà de ça, d'aller au-delà des procédures, d'aller au-delà des process, d'aller au-delà de tout ça pour aller à l'essentiel, M. Badarou. L'essentiel, peut-être si le président, comme il le souhaite, veut sortir par la grande porte, veut apaiser le pays, comme il a commencé à le faire, en rencontrant la différence sociale. Non, si c'est... il peut décider. Ce n'est même pas décider de sortir par la grande porte. Talon sort déjà par la grande porte. Parce que quand on a fini de faire le job, comme c'est fait là, quand on a tout ce que j'étais en train d'énumérer comme résultat, c'est ça sortir par la grande porte. Maintenant, sur la question, comme je vous l'ai dit, à la limite, je vous prierai de dire aux intéressés de faire, parce que certains leur a déjà dit ça. Il faut faire ce qu'il faut faire pour avoir ce qu'il faut avoir. Donc sur ce sujet, en fait, il ne faut pas avoir d'espoir. On a le sentiment, quand on vous écoute, qu'il n'y aura pas d'amnistie avant 2026. C'est plombé. Ce qu'ils ont à faire, ils doivent pouvoir le faire. S'ils ne le font pas, c'est plombé. S'ils ne le font pas, ce n'est pas sûr que les résultats viennent d'eux. Ils viendront d'ailleurs. En fait, est-ce que ce n'est pas une posture politique? Est-ce que vous n'avez pas peur dans la mouvance que dans l'opinion qu'on dise justement que c'est l'opposition qui a pu obtenir ce résultat? Non, la preuve. Normalement, vous ne devez même plus dire ça. Non, je vous pose parce que ce qu'ils ont vendu ici à nos populations, c'est qu'une fois élus, ils vont sortir, les députés, les exilés vont rentrer. Ça fait un an et demi maintenant. Ils n'ont pas la majorité. Le mandat tire à la fin. Ils n'ont pas la majorité. Vous savez qu'ils mais c'est pas pourquoi ils n'ont pas eu la majorité. Oui, ils n'ont pas la majorité. Ils n'ont pas eu la majorité parce qu'ils n'ont pas réussi à convaincre l'opinion publique, à convaincre le peuple béninois, parce que c'est le peuple béninois qui donne des mandats. Donc c'est pour je veux vous dire que une fois qu'ils ont dit ça, en affirmant ça, à l'époque, en affirmant tout ce qui avait été affirmé, comme quoi on va à l'Assemblée pour faire ci, pour faire ça. Une fois que ce n'est pas fait, après un certain nombre de temps, beaucoup d'entre nous savaient que c'était du vent qu'on vendait. Et aujourd'hui, qu'après 2 ans, que les résultats ne sont pas là, vous pouvez être à même de tirer les conclusions sur cette stratégie. La même chose que j'ai dit tout à l'heure, chaque stratégie qui ne permet pas d'avoir des résultats, il faut la changer. Si ce qui avait été fait, et vous répétez la même chose cette fois-ci, sans pour avoir changé de posture, de stratégie, mais vous n'êtes pas en train de... Ce n'est pas évident de refaire la même chose et d'attendre d'autres résultats. D'accord. Alors vous dites que tout n'est pas rose, qu'il y a des insuffisances qu'il faut corriger et qu'en face, on énumère un certain nombre d'insuffisances. L'autre insuffisance, c'est également le code électoral. Apparemment, les dés sont pipés, M. Badarou. Il n'y a plus possibilité, avec ce qu'on voit là, de relire le code électoral avant les élections. C'est presque grave que de dire que c'est une insuffisance. Je vous avais déjà dit ça une fois. Je ne vous souhaite pas de suivre ceux qui disent ça, parce que ceux qui disent ça sont dans la comédie politique. Ah oui. Notre démocratie est à respecter. Je vous avais dit en son temps que quand on votait ce code, un mois avant, on venait de rejeter une constitution, une proposition de révision de constitution à l'Assemblée nationale. Dans la même Assemblée nationale. Oui. Parce qu'on ne peut pas être démocrate à moitié. On ne peut pas être démocrate à moitié. Quand on est démocrate, il faut l'être complètement. Oui. Il faut l'être complètement. Donc, parce que parfois, à partir d'une seule voix, les résultats s'imposent à l'ensemble de la nation. C'est ça la démocratie. Donc, au niveau de... Pour voter ce code, vous êtes au courant de tout ce comment ça s'est passé. Mais toujours est-il
que c'est le code voté par l'Assemblée nationale. Il y a des voies de recours. Tous les voies de recours n'ont pas donné à sa révision. Il est là. Et un code qu'on n'a même pas encore expérimenté. Il y a plus de peur que de mal. Parce que quand on avait voté le code de la fois passée, c'était presque la même panique, la même peur qu'on a vendue. Et pourtant, ça a permis aujourd'hui à ce que nous ayons 28 députés démocrates à l'Assemblée nationale. Donc, ici, aujourd'hui aussi, j'entends souvent les démocrates dire, par exemple, qu'ils sont un parti du peuple. Oui. Vous entendez ça avec moi? Mais quand ils disent ça, maintenant, tout ce qui reste, c'est d'avoir allé voir 20% dans chaque circonscription électorale. Donc, c'est pour vous dire ceci. Oui. Vous savez, quand nous abordons, quand nous parlons de notre pays, nous devons en parler avec beaucoup de respect et de considération. Ce n'est pas avec un pays qu'on s'amuse. Ce n'est pas avec un État qu'on s'amuse. Notre vie en dépend, la vie de nos enfants en dépend. Et nous l'avons en héritage. Il faut travailler à ce que ce pays avance pour que nos enfants puissent avoir du mieux. Quand on dit qu'on est parti du peuple, on ne peut plus avoir peur de 20%. Et deuxième chose, donc le code électoral tel qu'il est fait, là, le code électoral tel qu'il est fait, mais il s'impose à nous tous, y compris l'Union progressiste. Moi, j'ai l'habitude de dire à nos camarades, si on ne travaille pas, mais on va souffrir de la rigueur de ce code. Parce que le code appelle à quoi, tout simplement? Le code appelle à la mutualisation des forces politiques. Le code appelle à éviter d'être seul. Et ça, je peux vous dire, c'est bien avant ce code, même bien arrivé avant le régime de Patrice Talon, qu'un certain nombre d'entre nous, nous avions dit, c'était le 8 ou le 12 mars 2008, ici au palais de Cournouh, où un certain nombre de forces politiques, on a décidé de nous mettre ensemble. Parce que ça nous permet de couvrir l'ensemble du territoire national, ça nous permet de ne pas élire un président de la République où le jour où on forme le gouvernement, c'est en conseil des ministres qu'on vient sur. Mais il n'y avait pas une loi qui vous imposait cela. Mais aujourd'hui, on est très heureux qu'il y ait un régime, qu'il y ait un gouvernement, qu'il y ait une loi qui accompagne cela, parce que ça nous permet de ne pas avoir des partis en pièces détachées. Ça nous permet de ne pas avoir des partis qui ne sont circonscrits que dans un arrondissement. Aujourd'hui, quand vous venez au niveau de l'Union progressiste, le renouveau, mon cher ami, mais comme on a envie de travailler aujourd'hui au niveau du Septentrion, on n'a pas besoin de mercenaires politiques. On a déjà les militants qui sont là-bas. Quand nous avons envie de travailler au niveau du plateau, c'est pareil. Venez au siège de l'Union progressiste, le renouveau, moi je vous y invite. Vous allez voir comment c'est laborieux. C'est toute une administration qui travaille à la possibilité de gouverner un pays. Un parti politique, ce n'est pas du yo-yo. Mais c'est une loi. En fait, le problème... Donc la loi est venue même protéger... Monsieur Badarou, oui, mais la loi peut disparaître. Ce sont les hommes qui font la loi. Et demain... Pourquoi vous voulez qu'elle disparaisse? Non, ce n'est pas une volonté, mais c'est une possibilité. Non, pourquoi vous voulez cette possibilité? Il y a des lois qui ont disparu. Il y a des lois qui ont été abrogées. Donc la loi pour obliger les gens. Je vais vous dire une chose, monsieur Claman. Oui, allez-y. Vous avez suivi le président Bouni dit dans ce pays que nous avons une démocratie Nescafé. Moi, j'ai travaillé avec lui. C'était une figure de style. Non, pas du tout. C'est qu'il a souffert de ce que nous étions. Je vous dis, même en tant que responsable politique, moi, je sais la souffrance qui était la nôtre avant la nouvelle charte des partis politiques. Oui. Et ce n'est pas pour rien, comme je vous l'ai dit en 2008, qu'on est allé nous rechercher à nous mettre ensemble. De sorte à nous permettre, parce que depuis le renouveau démocratique, aucun chef de parti ou quelqu'un venant directement d'un parti politique n'a été élu président de la République. Hein. C'est vrai. C'est un échec patent. D'ailleurs, moi j'ai publié un ouvrage à cet effet. L'échec des partis politiques. L'échec des partis politiques. Les réformes étaient nécessaires, mais il reste encore des efforts à faire. Donc aujourd'hui, le fait que nous ayons une loi, c'est une invite à ce qu'on soit en mesure de travailler ensemble. À ce qu'au niveau de l'Assemblée nationale, aujourd'hui vous avez 3 groupes parlementaires à l'Assemblée nationale, à la faveur de cette charte, à la faveur de cette loi telle qu'elle est là, vous avez vu, depuis que les 28 députés démocrates sont là, il n'y a pas eu un seul qui est quitté depuis qu'ils sont là. C'est pareil au niveau de l'Union progressiste, c'est pareil le renouveau, c'est pareil au niveau du BR. Cette stabilité là, au niveau des partis politiques, le pays en a besoin. Il ne s'agit pas d'être là comme si quelqu'un qui regarde la télé, c'est une réalité. Il faut que nous ayons des partis politiques stables. Il faut que nous ayons des élus stables. Il faut que nous ayons des partis politiques
à envergure nationale. Et quand j'entends pas... Vous pensez que les partis politiques sont stables avec tout ce qu'on a comme désertion pratiquement tous les week-ends, où on quitte un parti pour aller à un autre? La transhumance n'a pas changé. Non, ça n'a pas évolué. Mon cher ami, d'où tenez-vous la stabilité des partis politiques avec un environnement pareil? Non, n'empêche que nous sommes en démocratie. Dans un parti politique, vous ne pouvez obliger personne à y rester s'il ne trouve plus ses intérêts, s'il ne trouve plus ses convictions. S'il trouve que... Donc, on ne faut rien à changer. Non, ce qui a beaucoup changé, oui. Ce qui a changé aujourd'hui, j'étais en train de vous le dire par exemple, ce qui a changé, c'est que avant, les 28 députés des démocrates ne seront plus là en place. Les 53 de l'UP ne seront plus en place. Les 28 du BR ne seront plus en place. Ne nous voilons pas la face, disons-nous des vérités. Attendez 2026. Donc non, c'est ce qu'on a dit depuis et nous sommes à la veille de 2026. Peut-être que ça peut changer. Mon cher ami, c'est ce qu'on a dit depuis. Parce que les démocrates... Ce n'est pas parfois les démocrates dont vous parlez justement, M. Badaro, je ne vous coupe pas, pensent que cette réforme du système partisan est un échec cuisant, total. Non, ils ne peuvent pas le dire. Ils le disent. Non, en le disant, c'est presque une bonne blague. Pourquoi? Je viens de vous dire, je dis, si on n'avait pas cette charte de parti politique, si on n'avait pas cette disposition qui sont là, parce que parfois ce n'est pas l'envie qui manque chez certains, mais le fait que désormais, pour être un parti politique qui soit en mesure de prétendre à un certain nombre de choses, il faut absolument remplir un certain nombre de formalités, à amener au moins les hommes politiques à se mettre ensemble. Et ça, l'avantage de ce que mes limites peuvent être complétées par l'autre. Et quand mes limites peuvent être complétées par l'autre, la mise ensemble, c'est le pays qui en profite. Quand vous prenez un parti comme les démocrates, c'est pareil. C'est pareil au niveau de l'UP, c'est pareil au niveau du BR, c'est pareil au niveau du Rassemblement national. Il peut y en avoir des gens au niveau du Rassemblement national, peut-être qu'il n'est pas content. Renaissance nationale. Excusez-moi, Renaissance nationale. Il peut ne pas être content, mais vu ce qui est là, l'invite à la mise ensemble parce qu'il ne peut pas aller ailleurs plus facilement. Il reste. Le temps de rester ensemble peut permettre, par exemple, de régler le problème et il continue le chemin ensemble. Nous sommes un pays qui est en train de se construire. On ne peut pas se permettre un certain nombre de choses. Donc, je veux dire simplement sur le sujet que ce code électoral est une invite à la classe politique à être ensemble, à travailler ensemble. Maintenant, que s'il n'y avait pas un code, s'il n'y avait pas une loi qui nous force un peu la main, c'est qu'on ne pourra pas l'avoir. C'est ça la vérité. Et c'est heureux de ce que ça ne concerne pas que le bloc républicain. Ça ne concerne pas que la Renaissance nationale, ça ne concerne pas Moël, ça ne concerne pas que les démocrates, ça concerne nous tous. Et, monsieur, donc là, vous pouvez le répéter à chaque acteur politique, à chaque formation politique, ceux qui n'iront pas travailler sur le terrain, ceux qui ne vont pas ratisser l'âge, auront de mauvaises surprises. Et cela concerne tout le monde, y compris les partis de la mouvance. Oui, mais vous, au moins, vous avez la possibilité de faire un accord de gouvernance avant. Et donc, les 20% peuvent ne pas être systématiquement imposés à vous, parti de la mouvance. Il suffit que vous ayez chacun 10%, et puis vous sauvez. Ce n'est pas le cas des autres. Vous pensez que c'est constitutionnalisé, quelque chose est écrit quelque part, c'est marbré quelque part, il n'y a que nous qui sommes qui ait la possibilité d'aller faire des accords de gouvernement. Les autres aussi peuvent faire des accords de gouvernement avec d'autres. Avec qui? Avec l'FCBE, par exemple. Mais il y a d'autres partis qui se réclament de l'opposition. Oui. Qui ont des élus. Enfin, parce qu'on parle d'élus. Vous avez limité un certain nombre d'élus. FCBE ne se réclame même pas de l'opposition aujourd'hui. Suivez très bien. FCBE... FCBE a changé encore? Non, je veux dire, les LD ne considèrent pas FCBE comme étant... souffrez que je m'occupe beaucoup plus de ce qui se passe. Les LD ne considèrent pas, et ça je le dis, ne considèrent pas... On n'a même pas fini de gérer. Donc, souffrez que je m'occupe beaucoup plus de ce qui se passe à l'Union progressiste, le renouveau, et même ce qui se passe au BR ne m'intéresse pas. Je m'occupe de ce qui se passe. Non, pas du tout. Le président a dit que vous êtes les mêmes. Le chef de l'État l'a dit clairement, et ça c'est devant tout le monde. Dans le fond, a dit clairement que c'est lui qui est le patron de vous tous, en fait. Vous êtes tous les mêmes, il n'y a pas de différence. Tous les partis de la mouvance. Et vous voulez nous dire le contraire? Attention. Tous les partis de la mouvance présidentielle ont pour patron moral le chef de l'État. Même idéologique. Patron idéologique. Vous venez, vous suivez. Maintenant, dans le fond, quand le chef de l'État dit démocrate, UPR, BR, que c'est pratiquement les mêmes choses, parce qu'effectivement, à l'heure où nous parlons dans nos pays, la priorité, c'est le développement de nos pays. Alors pourquoi il y a une réforme alors du système partisan? La réforme, parce qu'effectivement, il faut avoir des partis politiques. Non, mais et pour avoir des partis politiques, s'il n'y avait pas de réforme,
On était à près de 300 partis politiques. Mais donc on va à la pensée unique. Et les difficultés... Non, la pensée, non. On n'a pas de pensée unique, mais quand vous dites que vous êtes tous les mêmes, qu'il n'y a pas d'idéologie et que c'est le développement qui prime, c'est la pensée unique. Non. Monsieur, madame, bien sûr. Non, parce que pour aller au développement, vous et moi, on peut ne pas penser la même chose. Oui. On peut avoir d'autres des visions différentes. Mais quand vous prenez aujourd'hui au niveau de l'UPR, quand vous prenez au niveau du BR, au niveau des démocrates, les différentes volontés peuvent être divergentes même à l'intérieur, à table, dans la salle, avant d'aboutir finalement à une conclusion qui sort de là. Ce que veut dire le chef de l'État, c'est une invite à ce qu'au niveau des différentes formations politiques, qu'on priorise le pays, qu'on priorise le développement, qu'on ne s'attarde pas sur certains détails qui en fait nous freinent, alors qu'en réalité, nous avons de l'eau potable à apporter à nos populations. Nous avons de l'électricité à apporter, parce que c'est pas parce que nous sommes à Cotonou ici, hein, le Bénin profond n'est pas loin. Donc vous refusez la démocratie alors? Vous préférez le développement à la démocratie, à la liberté des gens? Non, vous pensez que la démocratie aux États-Unis est la même qu'en France? Vous pensez que la démocratie française est la même qu'en Angleterre? Mais il y a la vous pensez que la même démocratie en France est la même? Donc vous voulez créer la démocratie à la béninoise? Non, ce n'est même pas la béninoise. Et c'est quoi? C'est-à-dire que un pays, et nous sommes un grand peuple, comme l'a dit le général Kérékou, nous sommes un grand peuple. À partir de nos réalités, à partir de nos valeurs, nous pouvons asseoir ce que nous estimons bien, qui peut nous aider à aller vers le développement. Et c'est ça qu'il faut s'atteler. Il n'y a pas à voir seulement ce qui se passe ailleurs et venir dire c'est ça qu'il faut faire ici. Il faut prendre en compte. Vous avez vu un pays comme la Chine, bien que socialiste ou communiste, a beaucoup libéralisé son économie. Mais au regard de leur réalité, ils sont restés. Quand les gens pensent qu'il n'y a que le Parti communiste chinois en France, c'est faux. Il y a beaucoup d'autres partis politiques. Mais ils ont mis en place un système qui leur permet d'avancer. Et ils ont avancé. Et nos pays doivent pouvoir tricher des pays qui, il n'y a pas longtemps, étaient presque sur le même... Finalement, quel est le modèle politique que le Bénin doit adopter alors pour avancer? Le modèle politique que le Bénin doit adopter doit être le sien. C'est-à-dire, c'est lequel? Le sien, c'est-à-dire celui qui prend en compte nos réalités, celui qui prend en compte notre niveau de développement, celui qui prend en compte le niveau de mentalité, afin qu'il n'y ait pas des achoppements inutiles. Il n'y a pas à aller faire c'est pas du prêt-à-porter la démocratie. Le président Chirac a dit en 1995 qu'on lui a posé la question, on a posé la question à un sage sur la démocratie. Il a dit pour quel peuple, pour quelle période et pour quel temps. Donc, il faut prendre en compte les réalités sociologiques, les réalités culturelles, les réalités tout simplement d'un pays pour amorcer ce qu'il y a à faire. Si vous prenez autre chose pour travailler, vous n'allez pas vous en sortir. C'est heureux qu'au niveau de la classe politique aujourd'hui, nous sommes nombreux à le comprendre et nous travaillons je vous ai dit, pour parler de la mutualisation des forces politiques, depuis 2008, on en parlait. D'accord. Monsieur Boukaram Badarou, le président Patrice Talon est à la fin de ses 2 mandats constitutionnels. Jusqu'à preuve du contraire, il ne se représentera plus. Il l'a dit clairement, il l'a encore répété. Il allait même jusqu'à dire que ça l'intrigue qu'on lui pose encore et encore la même question. Donc visiblement, le président Patrice Talon est sur le départ. Est-ce que vous êtes globalement satisfait de sa gouvernance? Est-ce que vous pensez que, après tout ce que vous avez dit jusque-là, le Bénin peut continuer à maintenir le cap, comme votre parti le dit souvent? Non, vous savez, et il a raison de dire que ça l'irrite, puisqu'il a dit plusieurs fois. Oui, mais... Et ça, c'est vrai. Autre chose, il ne vous a pas échappé que moi, j'ai publié un ouvrage que j'ai intitulé « Le talonisme ». Le talonisme que j'ai estimé que peut être un modèle que beaucoup de pays africains peuvent utiliser pour se développer. À savoir, un pays qui se respecte. Un pays qui se respecte. Un pays qui assure une certaine autorité de l'État. Une certaine autorité de l'État. Un pays qui imprime de la rigueur dans la gestion de la chose publique. Un pays qui a une vision à partir de ses propres réalités pour se construire, qui utilise les différentes valeurs qu'il y a, les différentes capacités qu'il y a, sur le territoire national ou ailleurs, ou qui a même recours à certaines capacités, pourvu que cela vienne contribuer au développement du pays. Et donc, aujourd'hui,
je suis de ceux qui sont très heureux des résultats de cette gouvernance dont je parlais tout à l'heure, et ça saute à l'œil aujourd'hui. À l'international, beaucoup parlent du Bénin désormais. Beaucoup parlent du Bénin désormais. Et quand ils arrivent aussi, ils sont encore plus contents, puisque les réalités sont là. Et c'est normal alors que nous recherchons à ce que cela puisse se poursuivre, à ce que le pays puisse continuer. Et quand nous disons ça, ce n'est pas juste une affaire de mouvance présidentielle, non. Nous voulons seulement nous développer. Nous voulons nous construire. Nous voulons que nos enfants aussi ne soient pas là à envier les enfants ivoiriens. Ne soient pas là à envier les enfants sénégalais. Mon cher ami, c'est ce à quoi souvent on assiste souvent. Quand quelqu'un revient et te dit, je suis revenu de Casa, de Rabat, de Dakar, d'Abidjan, c'est beau, c'est bon, c'est difficile. Mais il faut le faire aussi ici. D'accord. Il faut le faire ici aussi. Et donc, nous sommes heureux de ce que on a pris un élan. On a pris un élan. La cour est très bonne, il faut la confirmer. Et ça ne se fait pas en 10 ans. D'accord. Ça ne se fait pas en 10 ans. Oui. Et donc, mais voilà, nous avons ce que nous avons qui est là. Il faut s'en tenir à ça. Et donc, c'est normal alors que nous, on recherche la possibilité de poursuivre, de trouver cet oiseau rare. Parce qu'il va s'agir d'un oiseau rare, cher ami. De talons ne coupe pas la rue. Je voudrais bien qu'on soit d'accord sur ça. Vous n'avez toujours pas une idée. De talons, ça ne coupe pas les rues. Vous n'avez toujours pas une idée de l'oiseau rare. Cet oiseau rare, nous l'aurons. Et heureusement, lui-même a dit qu'il va être très actif dans ce choix-là. C'est heureux. Et donc, celui-là, le moment venu, quand il va être choisi, nous travaillerons à le faire élire. D'accord. Et il faut qu'il le sache déjà, qu'il aura la pression de chacun d'entre nous. Que s'il ne sera pas venu seulement juste je vais être président de la République, non. Il ne s'agira pas de venir seulement faire du yéyé. Il aura aussi la pression de M. Talon. Il s'agit... Non, il faut que l'intéressé le sache déjà. Il faut qu'il sache que là où nous sommes arrivés, nous ne voulons plus aller en arrière. Nous voulons aller devant. Nous voulons continuer par nous construire. Il aura notre contribution. C'est peut-être votre modeste serviteur. Vous ne savez rien. Vous avez des ambitions, ça vous intéresse? C'est peut-être votre modeste serviteur. Vous voulez être candidat? Dites-nous. Quelles sont vos ambitions personnelles? C'est pour vous dire... M. Badarou, vous avez ouvert la brèche. Vous savez, nous sommes dans un parti politique, nous avons de la discipline. Vous ne voulez pas répondre? Nous avons de la discipline. D'accord. Vous serez candidat au moins aux élections législatives? Nous avons de la discipline. Vous serez candidat aux élections municipales? Le renouveau. Oui. D'accord. La discipline ne vous empêche pas de vous dire vos ambitions? La discipline nous empêche... De dire vos ambitions? La discipline nous empêche de nous dévoiler alors qu'on n'a pas encore pris la décision. Vous avez peur de quoi? Mais par contre... Non, vous pouvez dire ce que vous voulez pour vous-même. Donc c'est pour vous dire que celui qui veut arriver, qui va bénéficier du choix du parti, des partis de la mouvance présidentielle, du chef de l'État qui est le patron moral de ces partis de la mouvance présidentielle, qu'il sache qu'on ne veut plus reculer, qu'il aura la pression de notre peuple, la pression des résultats que nous avons pour travailler, pour aller plus loin. Mais qu'il nous aura avec lui pour contribuer. Chacun apportera sa contribution comme nous essayons de l'apporter au chef de l'État actuel. Mais c'est que le carrefour, le Bénin, là où le chef de l'État a réussi à porter le Bénin, nous voulons aller beaucoup plus loin que ça. Et comme je vous le dis, c'est au niveau de la mouvance présidentielle, les possibilités sont là. Le moment venu, au niveau du parti politique, si vous êtes candidat à la candidature, ça s'exprime à l'intérieur du parti. Si le parti vous choisit, avec la bénédiction du patron. Vous avez déjà dit que c'est le patron qui choisit. Donc ce sera votre... Non, je n'ai jamais dit ça. Oui, c'est ce que vous avez dit. C'est lui qui choisit et vous allez suivre. Oui, c'est ça. J'ai dit que le chef de l'État, sa façon de travailler, il travaille de concert avec ses collaborateurs et que le moment venu, le choix se fera de concert, mais sous son leadership. D'accord. Bon, c'est un jeu de mots, on aura compris. Monsieur Boukaram Badarou, merci beaucoup d'avoir accepté de participer encore une fois à l'entretien du dimanche. Comme je dis souvent, ce plateau est le vôtre. Je sais qu'on va vers une période où il y aura beaucoup de prises de parole, je l'espère. De toutes les façons, les médias béninois l'espèrent. Et donc, en vous disant merci pour avoir participé à cet exercice, je remercie tous les téléspectateurs qui nous ont suivis, tous les auditeurs qui nous ont écoutés, et je leur donne rendez-vous dimanche prochain pour un autre numéro de l'émission L'Entretien du dimanche. Bon appétit chez vous et à dimanche prochain.